Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la prévoyance entreprise, les nouvelles attentes des RH et les nouvelles approches des assureurs. Sans plus tarder, je vais vous présenter un peu l'agenda de ce webinaire. Hop, voilà, super. Donc, je vais commencer par introduire, si vous voulez, le pôle finance innovation. Ensuite, il y aura une présentation des intervenants et la structure du webinaire. Les états des lieux, bien entendu, sur les évolutions un peu et les attentes des RH, justement. On va parler aussi d'assurance santé et prévoyance. On va parler d'une REX aussi prévue par Testamento, représentée par Virgile Delporte. Ensuite, on va un peu faire un peu de pédagogie justement sur les clés à activer pour réussir un peu l'intégration d'un nouveau service au sein de ces entités. Et bien sûr, il y aura des questions-réponses. Donc, juste pour représenter un peu le pôle, donc nous, on a un pôle de compétitivité justement dédié au secteur de la finance qui a été créé en juillet 2007 par l'État français, avec un ensemble d'acteurs de l'écosystème financier, que ce soit des institutions financières, des grandes entreprises, des académiques, que ce soit des grandes écoles ou des labos de recherche, clairement, publics et privés, mais aussi un regroupement de startups, fintech et insurtech, justement, qui viennent justement vous apporter cette innovation, afin justement d'encourager un peu cette création de projets innovants et d'accélérer un peu la compétitivité de la place financière, justement. Nos missions, justement, ce serait en fait d'identifier sur tout le territoire les projets innovants en finance, dont Testamento en fait partie aujourd'hui, clairement, par des fintechs ou des grandes entreprises aussi, qu'on encourage justement à créer des synergies, donc des collaborations entre les startups et les grands comptes, ça c'est super important. On a un écosystème assez vaste, dans le sens où on a déjà plus de 600 membres au sein du pôle, notamment composé de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit des startups fintech, insurtech. En gros, ce sont des TPE, PME, ETI qui sont largement représentés, mais aussi des grands comptes financiers, des ESN, des entreprises de services numériques ou des cabinets de conseil spécialisés dans la finance, et les labos de recherche, et bien entendu le pouvoir public avec le soutien du ministère de l'économie qui nous représente là. Et un des axes du pôle, justement, c'est d'animer un peu cet écosystème avec des événements, des networking, du réseautage, justement. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec ce webinaire. Sur les 6 filières du pôle, bien entendu, on a l'assurance, la banque, la gestion d'actifs, les métiers du chiffre et du conseil, tout ce qui est immobilier aussi, et la finance durable et solidaire, dont moi je représente, en fait, si vous voulez, la filière assurance dont je suis le responsable. Et justement, le but d'animer cet écosystème, c'est de vous montrer justement ces innovations dont on va parler aujourd'hui avec la prévoyance entreprise. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais laisser la présentation aux 3 entités avec Virgile Delporte qui reprend la main. Et merci à vous. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet « Questions » s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On va très vite se présenter tous les 3. Donc, je vais commencer. Virgile, ensuite Bertrand et Eric se présenteront. On vous présentera très rapidement nos entités. Et puis, ensuite, on attaquera directement dans le cœur du sujet avec Bertrand. Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis cofondateur et président de Testamento, une société que j'ai créée en 2013 après un parcours entrepreneurial sur d'autres sujets. J'ai notamment, avant de lancer Testamento, travaillé dans le monde du jeu vidéo et de l'analyse d'images et des hautes technologies en général, plutôt sur des fonctions sales, marketing et direction. Bertrand ? Donc Bertrand Lézat, moi je suis consultant assurance et protection sociale au sein du cabinet Erdia, avec une expérience d'à peu près une trentaine d'années dans le secteur de la protection sociale et de l'assurance au sens large. Un passage pendant 7-8 ans chez AXA et dans d'autres structures de conseil. Et donc je suis spécialisé depuis maintenant un certain nombre d'années plus sur ce qui est assurance de personnes et problématique de retraite, qu'elle soit retraite obligatoire ou retraite complémentaire. Merci Bertrand. Eric ? Merci. Donc bonjour, moi j'interviens au sein de la filiale April Santé Prévoyance, qui est la filiale majeure du groupe April. Donc j'interviens plus spécifiquement sur les sujets santé et prévoyance du groupe. Et avant, j'ai eu une expérience de plusieurs années au sein du groupe Malakoff Humanis en tant que responsable de l'offre du groupe. Super, merci
Merci à tous les deux. On va présenter très vite nos 3 structures pour que vous sachiez un petit peu qui on est. Alors, vous connaissez peut-être plus April, peut-être un petit peu plus aussi Erdia et Testamento pour certains que vous ne connaissez pas. Donc, Testamento, c'est une société qu'on a créée en 2013 avec 2 associés, un cofondateur notaire et un cofondateur technique, expert technique et sécurité informatique, qui était également mon frère. On a créé en fait une société qui se positionne, qui était initialement positionnée sur l'anticipation successorale exclusivement, qui a bien trouvé son marché là-dessus, mais qui sort aujourd'hui de ce périmètre unique de l'anticipation successorale pour parler d'anticipation as a service, et qui, avec un objectif de booster le marché de l'assurance de personnes pour nos partenaires banques assureurs. On est une équipe de 21 personnes aujourd'hui, avec 5 nationalités et une moyenne d'expérience qui est assez élevée. On a une gamme de solutions en API et en SaaS, on en parlera un petit peu tout à l'heure, donc des solutions très modernes qui s'intègrent bien dans les systèmes d'information de nos clients. Et justement, si on parle de nos clients, on est déjà déployé avec plus de 10 banques assureurs sur le marché depuis en fait 2 ans, ou ces 2 ans pendant lesquels on a vraiment travaillé sur notre sujet B2B. Auparavant, on était beaucoup plus B2B2C. Ce qui représente donc aujourd'hui, avec des clients comme Generali, Massif, le groupe Massif, la France Mutualiste, Allianz, Malakoff Humanis, ça fait des beaux groupes avec lesquels on travaille. 2,5 millions de particuliers qui sont équipés de nos solutions au travers justement des accords B2B, B2B2C, et au quotidien, 4000 conseillers augmentés qui ont accès et qui utilisent nos services. Merci Virgile. Donc Erdia, c'est un cabinet de conseil en organisation et transformation digitale qui a aujourd'hui 20 ans, puisqu'il a été créé en 2001 et qui compte une soixantaine de collaborateurs, des consultants et aussi des informaticiens, puisque nous avons au sein d'Erdia une filiale d'innovation digitale, Erdia Lab, qui compte une dizaine de personnes et qui édite des solutions destinées aux assureurs, mais aussi aux clients du secteur immobilier que nous adressons pour résoudre des problèmes. Et dans le domaine de l'assurance, nous avons une solution qui s'appelle Aflex, qui gère les dispenses d'affiliation sur la santé, sur lequel on reviendra peut-être en fin de webinar. Et nous avons aussi des projets sur l'exploitation de la DSN. Donc nous avons 2 secteurs d'expertise vraiment très très bien identifiés, qui sont l'assurance, et plus particulièrement l'assurance de personnes, et le secteur immobilier, sur lequel aussi nous travaillons. Immobilier sur lequel on a démarré par l'assurance, par les filiales immobilières des assureurs, et sur lequel ensuite nous avons développé toute la partie des autres opérateurs, notamment le logement social. Voilà très rapidement l'activité d'Erdia. Eric ? Voilà, je prends le relais. Alors effectivement, April est plus connu peut-être parce que déjà c'est le plus ancien des 3. La structure a été créée par Bruno Rousset en 1988. Donc, elle a passé, elle doit avoir près de 33 ans maintenant. Et aujourd'hui, le groupe, en fait, est à un tournant puisque le fondateur, Bruno Rousset, a vendu le groupe qui a été repris par un fonds d'investissement qui s'appelle CVC. Ce fonds d'investissement, en fait, il a développé avec l'équipe dirigeante un plan stratégique qui vise à se recentrer sur l'activité du groupe qui avait plusieurs axes auparavant. Outre l'activité courtier, il y avait une activité de gestion, une activité d'assureur. Donc, ces activités-là ont été cédées à d'autres entités. Et donc, il y a un recentrage sur le courtage. Aujourd'hui, donc, c'est le leader du courtage grossiste en France, avec 15 000 courtiers partenaires et 2300 collaborateurs. Donc, les 5 axes de développement du groupe, c'est la santé et la prévoyance des particuliers, la santé et la prévoyance des pros et des TPE, l'assurance des emprunteurs, qui est un des axes de développement historique du groupe April, et puis effectivement tout ce qui est dommages et santé internationale. Donc, voilà pour l'activité du groupe et son recentrage.
Super, donc on va attaquer avec Bertrand qui va nous parler de l'état des lieux des attentes des ressources humaines et des évolutions envisagées, constatées. Bertrand, c'est à toi. Oui. Alors, donc, je peux parler donc, des attentes des clients, des assurances de personnes, et principalement donc, santé et prévoyance. Donc, on a, c'est la caractéristique principale une des caractéristiques principales des assurances collectives, c'est qu'on a 2 niveaux de clients. On a les entreprises, donc, et principalement les directions RH, qui sont les points de contact sur ces assurances. Et puis, on a le 2e niveau de clients, qui sont les assurés finaux, c'est-à-dire les salariés. Et donc, quand on parle d'attente et d'exigence, bien sûr, c'est les deux qu'il faut conjuguer dans la réflexion, puisque combler les attentes des salariés, c'est l'objectif de la RH quand elle prend tel ou tel contrat d'assurance. Alors, les attentes, je dirais, il y a quand même des fondamentaux, il faut bien en être conscient, des fondamentaux qui restent intangibles. C'est une tarification qui est dans le marché, bien sûr, et une qualité de service sur les prestations, on va dire, de base du contrat, qui sont une qualité de service qui doit être, là aussi, au niveau de l'état de l'art. Ça, c'est vraiment une base fondamentale. Mais au-delà de cela, et ce qui va permettre de faire la différence sur ces contrats, ça va être d'une part la satisfaction des exigences et de ces exigences qui évoluent dans le temps. Par exemple, quand je indique il faut supprimer la paperasse, les tâches fastidieuses et administratives, donc ça c'est une exigence notamment des ressources humaines. Il était bien évident que ça, c'est un sujet qui est aussi vieux que l'informatique, mais le niveau d'exigence évolue d'année en année, et ce qui, aujourd'hui, nous paraît, on va dire, bien, efficace, dans 5 ans, sera dépassé et sera considéré comme anachronique. Par exemple, je prends par exemple une tâche classique dans ces gestions de contrats, c'est la fourniture de justificatifs par les salariés ou par les entreprises à l'assureur. On est passé du courrier au fax, ensuite au scan conjoint à un mail, et maintenant on passe par des espaces clients, voire des applications mobiles où on peut photographier ces justificatifs. Et aujourd'hui, il est évident que le fax nous paraît complètement dépassé. Donc, on voit que là-dessus, il y aura toujours des chantiers à entreprendre pour favoriser la fluidité des process. Et des process donc entièrement digitalisés, ça aussi, je dirais, c'est pas une nouveauté, on y travaille depuis plusieurs années, et avec notamment sur ces contrats qui manipulent des données très personnelles, très sensibles, avec une attention particulière à porter sur la confidentialité, la sécurité et l'usage, bien sûr, des données personnelles. Et là, on va voir que les exigences ou les attentes peuvent être relativement contradictoires au niveau des salariés, notamment, qu'on va souhaiter avoir un accompagnement personnalisé. Donc, forcément, s'il est personnalisé, il va se baser sur des données personnelles, mais en même temps, on va avoir des réticences à donner certaines données personnelles, et en même temps, on souhaite que cet accompagnement soit borné, il ne faut pas qu'il soit considéré comme intrusif. Et toute la difficulté, c'est que la notion de intrusif, proposition intrusive, va varier suivant les salariés, suivant leur culture, suivant leurs valeurs, suivant leur âge, leur aptitude à évoluer dans certaines directions. Et donc, c'est là où les assureurs, au sens large, vont avoir à traiter des sujets délicats pour pouvoir proposer cet accompagnement personnalisé. Et là, c'est la même chose qu'on va retrouver aussi quand on parle de conseiller ses clients, ses assurés. Il faut conseiller, mais ne pas imposer. Et donc là, toute la subtilité, toute l'intelligence de l'assureur et puis des outils qu'il mettra à la disposition de ses assurés va se trouver là. C'est l'acceptabilité
par les salariés, par les RH, des propositions et des services que va faire l'assureur. Et donc, et pour répondre à ces attentes, au-delà des services de base de l'assurance santé, de l'assurance prévoyance, on va souvent mettre en place, la solution, c'est souvent de mettre en place des services complémentaires, alors généralement digitaux, qui vont permettre aux assureurs donc de répondre à ces nouvelles attentes, d'accompagnement, de faciliter la vie quotidienne des salariés ou des RH, mais qui vont aussi avoir comme intérêt, notamment pour les assureurs, de renforcer le lien entre l'assuré et l'assureur. On sait qu'aujourd'hui, on va dire, le manque en fait des assureurs, c'est le manque de contact avec leur assuré entre la souscription et les sinistres. Entre-temps, en général, il ne se passe rien, et donc l'assureur a peu d'informations sur ses assurés. Et là, ces services digitaux, qui ne seront pas forcément liés à des sinistres, mais peut-être à des événements de vie, vont permettre de renforcer ce lien avec l'assuré. Et par la multiplication des interactions, par la collecte de données individuelles, elle permettra d'augmenter la connaissance qu'aura l'assureur de ses assurés et de leurs attentes, plus ou moins explicites d'ailleurs. Et tout cela, à condition bien sûr, j'en reviens à la notion d'intrusif, c'est-à-dire si on fait ça de façon intelligente, ça permettra aux assureurs de se différencier de ses concurrents via la proposition de ces services complémentaires. Voilà un petit peu le paysage que je voulais tracer, c'est-à-dire des exigences en évolution sur lesquelles des services complémentaires aux prestations de base peuvent permettre d'apporter une réponse à condition, je dirais, d'exploiter de façon intelligente les données personnelles et non pas de le faire de façon massive et sans précaution. Voilà. Super, merci beaucoup Bertrand. Donc on passe la parole à Éric Marel, côté April. Éric, je t'ai juste coupé ton micro tout à l'heure. On va couper nos micros quand on ne prend pas la parole. Je crois qu'il y a des tout petits retours. Désolé pour le désagrément pour le son. Et puis à toi Éric. Il faut que tu réactives ton micro. En fait, je te l'ai coupé tout à l'heure. Je suis désolé. Voilà. Bon, merci beaucoup. Donc sur la partie, si on fait un peu un focus sur la partie santé prévoyance, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la logique d'offre de services en complément de l'assurance santé prévoyance, elle est complètement partagée par la quasi-totalité des acteurs, et donc c'est un véritable enjeu. Il y a une sorte de course sur ce sujet. Et je dirais une volonté d'être vraiment différenciant. Quand on se pose plus spécifiquement sur la question des DRH, on voit qu'elle est complexe, parce qu'aujourd'hui, les services qui sont le plus utilisés, qui sont le plus développés, ils vont bien sûr concerner en priorité les assurés. Donc effectivement, ils concernent par ricochet le DRH, mais c'est pas en tant que DRH qu'il est concerné, ça va être en tant qu'assuré. Donc on a vu, notamment à la faveur de la crise sanitaire, que c'est développé par exemple tout ce qui était téléconsultation, télémédecine. Donc là, voilà, on a vu que c'était un service maintenant qui est presque un must-have d'un point de vue marketing. On peut ne plus avoir d'offres qui intègrent ce type de dispositif. Tout ce qui est aussi deuxième avis médical. On voit que ça aussi, c'est devenu une tendance marché forte. Donc, tous ces services-là, ils ont été bien développés puisqu'ils concernent les assurés et voilà, on voit bien comment les distribuer, les mettre en avant. D'autres types de services vont concerner également le DRH, mais plus largement l'entreprise. En fait, les enjeux, ils vont toucher le DRH, mais ils vont être des enjeux d'entreprise. Je pense aux problématiques de soutien psychologique. Là aussi, on a vu que c'était très important au moment de la crise Covid. Donc, la plupart
des porteurs de risques, soit directement, soit au travers des fédérations, ont proposé une offre de service sur ce type-là, ou ont offert une offre de service de soutien psychologique. Ça peut être toutes les problématiques aussi de l'absentéisme, qui concerne bien sûr le DRH, qui en est qui gère le côté opérationnel du dispositif, mais qui a un enjeu bien plus stratégique pour l'entreprise, puisqu'une entreprise qui a un fort absentéisme, c'est sa santé financière et sa santé tout court qui peut être mise en cause. Donc là aussi, on a vu que tous ces services-là se développent, sont mis en avant. Après, si on cherche vraiment les services qui sont vraiment du périmètre du DRH, en fait, qui vont, on pourrait dire, leur ôter une épine du pied, leur faciliter la vie, on voit que c'est plus complexe, qu'il y en a aujourd'hui moins qui sont développés. À mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a une variété, c'est ce que disait Bertrand, d'entreprises, de situations, et donc là aussi, en bon marketeur, il y a une segmentation à faire. Ça ne va pas être forcément les mêmes attentes pour un DRH d'une petite structure qui aura aussi d'autres fonctions, et puis un DRH d'une ETI, d'un groupe familial, d'une entreprise du CAC 40. On va être sur des attentes très, très différentes. Donc, il va falloir segmenter ces attentes. On est aussi sur des sujets assez complexes quand on touche au côté opérationnel de l'activité d'une DRH. On va toucher des sujets comme la paye, effectivement tout ce qui est protection sociale. On va rentrer sur des sujets pas simples, des sujets aussi comme la gestion des congés, les notes de frais, tout ce qui engendre, comme disait Bertrand, beaucoup de paperasse, va être complexe à traiter. Ça va pas être, il va pas y avoir d'expérience directe, par exemple du commercial. Quand on parle de téléconsultation, finalement, aujourd'hui, tout le monde est concerné, tout le monde sait de quoi on parle. C'est assez simple d'échanger. On n'est pas tout à fait dans le même ordre d'idées avec les besoins propres des DRH. Donc, c'est cet aspect-là qui est à prendre en compte et qui est encore à renforcer. Je pense que dans les services proposés par les assureurs, c'est pas encore au cœur du dispositif, même s'ils sentent bien que ça peut être des éléments vraiment déterminants et différenciants. Autre point, et je pense que aussi Bertrand l'a bien souligné, si on veut ôter une épine du pied des DRH, si on veut leur apporter vraiment des solutions dans le concret de leur activité, on va essentiellement passer aujourd'hui par une digitalisation. Donc ça, c'est fondamental. Mais là où ça se corse, c'est que la digitalisation, elle ne doit pas non plus être une industrialisation. Parce que parallèlement à ça, il y a une tendance forte aussi sur le marché, un peu de personnalisation, de customisation. Et finalement, le service, il sera pertinent s'il arrive aussi à intégrer ces situations individuelles. Tout le monde ne va pas, d'abord selon les entreprises, selon le type de salarié, entre des cadres, des personnes qui sont tout le temps sur le terrain ou qui s'occupent de propreté, on ne va pas du tout avoir les mêmes attentes, les mêmes usages d'Internet, la même façon de travailler, les mêmes outils. Donc, pour le DRH, il va falloir aussi qu'il puisse s'adresser avec peut-être des réponses un peu différentes ou un peu customisées selon le type de salarié avec lesquels il travaille. Ça peut être des questions d'âge aussi. S'il a beaucoup de jeunes, il va pouvoir peut-être aller très loin dans la digitalisation, mais il faudra qu'il prenne en compte aussi des salariés plus âgés qui ont peut-être un temps d'adaptation plus long. Donc, c'est vraiment ce double effet. Il ne faut pas penser forcément que la digitalisation, c'est une industrialisation. Au contraire, elle doit être intéressante si elle permet aussi de personnaliser, de prendre en compte les situations individuelles. Alors, là, tout à l'heure, on parlera de la clause bénéficiaire, mais là aussi, il y a des situations individuelles des salariés assez variées. En fait, les structures familiales évoluent beaucoup. Donc, à côté de schémas traditionnels, on va avoir des schémas beaucoup plus évolutifs avec une certaine question de confidentialité. Et donc, là aussi, c'est des éléments très importants et qui illustrent bien ce souci et cette préoccupation d'avoir quelque chose de vraiment adapté. Après, là, on va rentrer dans des aspects plus techniques. Si on veut une offre qui soit opérationnelle pour les DRH, souvent, ça va entraîner finalement une démarche assez transverse. Le DRH, il travaille pas tout seul. Il va travailler avec des systèmes d'information qui sont internes ou externalisés.
Il va travailler avec des salariés qui ont des profils très différents. Il va travailler avec sa direction générale. Donc, il va avoir une démarche très transverse. Et c'est là aussi qu'il y a outre la complexité fonctionnelle, il y a une complexité de déploiement sur ce type de service, parce que je vais toucher finalement une grande partie de la chaîne de valeur de l'entreprise, et je ne vais pas me cantonner à un seul outil ou un seul service. Il va falloir avoir une vision globale. Et donc, c'est le rôle, c'est le dernier point que je voulais souligner. Au fond, le service ou l'assureur, il doit finalement avoir aussi une approche d'assembleur. Parce que peut-être qu'il va falloir qu'il travaille avec les principaux SIRH de la place, puisqu'il y a quand même beaucoup d'externalisation sur ces questions de paye. Il doit travailler peut-être avec des solutions innovantes qu'il va devoir proposer et intégrer dans les outils actuels ou dans le IT actuel de l'entreprise, puisque c'est important de garder une architecture cohérente et un parcours fluide. En fait, le DRH, au-delà de l'idée de dire je vais digitaliser tel ou tel service ou je vais proposer tel service innovant, il faut que ce service, finalement, il s'intègre dans son univers quotidien, dans les parcours qui sont utilisés par les équipes. Et donc, ce n'est pas simplement un service posé à côté, ou sinon il sera pas utilisé. Hein. In fine, il va pas être utilisé. Et donc, l'apport de l'assureur, finalement, ne sera pas bien perçu. Le gros challenge, c'est de pouvoir intégrer cela dans les parcours. C'est exactement, là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les parcours clients, sur les parcours de souscription. Il y a des travaux qui sont faits sur les self-care. À chaque fois, en fait, ce qui va faire la différence, c'est si je suis sur quelque chose de très intégré. Si je suis sur un parcours, il y a un peu de digital, mais après, il faut que je fasse tout en papier, puis que je rescanne, que je renvoie, etc. Finalement, ça ne va pas être probant, le parcours digital. Il y aura une image, un affichage digital, mais derrière, ça ne va pas suivre. Donc, l'expérience utilisateur, ou alors là, pour un DRH, une expérience collaborateur, ne sera pas satisfaisante. Donc, il faut vraiment avoir cette vision intégrée. Et je pense que l'enjeu pour l'assureur, c'est aussi de pouvoir la proposer et ne pas simplement, finalement, mettre en avant une idée qui va pouvoir faire mouche au moment de la souscription du contrat, qui va pouvoir effectivement être attractive, mais qui, à moyen terme, ne va pas forcément être fidélisant, puisque le DRH ne pourra pas l'utiliser, donc il n'aura pas forcément une reconnaissance ou une appréciation comme quoi l'assureur lui a enlevé une épine du pied et lui résout une partie de ses questions. Donc, c'est vraiment cet ensemble qu'il faut avoir en tête. Hein, la question, effectivement, de bien comprendre. Si je reprends le premier point, finalement, c'est bien comprendre les attentes qui peuvent varier selon le secteur d'activité ou la taille des entreprises, la maturité digitale de l'entreprise, par exemple. L'articulation ou la tension entre des choses qui sont digitalisées et un peu systématisées et la logique quand même de personnalisation qui est très forte. La nécessité d'avoir une approche un peu plus transverse que simplement DRH. Hein, ça va concerner d'autres, ça va concerner les salariés, ça peut concerner d'autres directions dans l'entreprise. Et puis, cette approche assembleur, en fait, l'assureur doit arriver comme un promoteur de service et pas simplement comme une idée à mettre en place ou proposer une appli supplémentaire, parce qu'à force, dans une logique d'architecture et de cohérence, il peut y avoir trop d'applis et ça ne sera pas utilisé. Donc, c'est vraiment pour moi les points importants. Donc, les offres aujourd'hui, elles existent ou elles comportent souvent ce volet RH, mais je pense qu'il y a encore un travail d'optimisation à faire pour que ça soit vraiment probant pour les DRH. Merci beaucoup, Eric. On va justement, maintenant qu'on a évoqué un petit peu ces grands enjeux des ressources humaines, de transversalité, d'intégration, on voulait partager aujourd'hui un retour d'expérience sur une offre qu'on appelle Testamento Beneficiary. Donc, pour rappel, Testamento, nous, on intervient à 4 niveaux de la chaîne de valeur, on va dire, de l'assureur et de ses clients. La partie aide à la vente,
la partie génération de leads qui était une nouvelle offre, une partie aide à la vente pour les réseaux de distribution, une partie justement au moment de la souscription ou du service en fonction de l'endroit où on se trouve, et puis enfin des bouquets de services d'anticipation successorale. Donc là, aujourd'hui, en fait, on va s'attacher à parler un petit peu de la clause bénéficiaire, qui est un très, très grand enjeu, assez transversal d'ailleurs. Le contexte réglementaire, d'abord, en fait, on va parler du contexte réglementaire, de l'opérationnel et des tendances marché, pour un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient de dire juste avant. Le contexte réglementaire, vous le savez probablement, la loi oblige et contraint à être beaucoup plus attentif à la recherche des bénéficiaires dans les contrats. Donc, ça a été sanctuarisé par une loi qu'on appelle la loi Eckert. La loi Pacte, en plus, elle est un peu plus loin autour de ça. Il a infligé pas mal, qui avait déjà, la loi Eckert, infligé pas mal de sanctions, un peu plus de 100 millions d'euros d'amendes qui ont été distribuées à des acteurs de l'assurance. Et puis donc la loi Pacte a encore ajouté un petit peu de tout ça. Et ce sujet de la clause bénéficiaire, qui était d'abord plutôt autour des contrats d'assurance vie, est en train de se propager dans d'autres univers. Donc le régulateur regarde beaucoup plus près ces sujets-là maintenant. Donc voilà, il y a une nouvelle loi d'ailleurs qui est parue en février sur l'adoption autour de la déshérence des contrats d'épargne retraite. Vous savez qu'on parle sur la retraite collective de plusieurs dizaines de milliards, enfin plusieurs milliards en fait. Le chiffre un peu clé, on a un article là-dessus qui en parle. On parle de 13 milliards d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Le processus opérationnel, finalement, quand on parle de la clause bénéficiaire, que ce soit dans un contrat d'assurance vie ou dans un contrat d'épargne de collectif, en fait, c'est juste un cauchemar. Historiquement, c'est un cauchemar dans la mesure où, à la souscription d'un contrat d'assurance vie, c'est quelque chose qui est passé un peu vite fait parce que c'est compliqué de s'y attarder lorsqu'on n'est pas expert sur le sujet. Et puis, dans le contrat collectif dont il est l'objet aujourd'hui, en fait, historiquement, c'est un papier. C'est un papier qui fait partie d'une liasse papier. Et puis, voilà, il y a des sujets, il y a des problématiques autour des coûts de traitement de ces papiers pour les assureurs. Il y a un problème on va dire, de gestion de la modification. Comment on encourage le salarié à modifier sa clause dans le temps si on a un processus papier, si on n'a même pas ses coordonnées pour certains assureurs, comment on s'adresse à lui, comment on anime tout ça. C'est un document qui doit être mis à jour régulièrement. On a des vies qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans. Donc la rédaction est difficile, il y a des sujets de conformité, il y a des sujets pour les ressources humaines qui sont très inconfortables de devoir avoir la clause bénéficiaire d'un collaborateur sur le bureau. Voilà, le collaborateur n'est pas forcément à l'aise, il n'a pas toujours une situation qui est celle on va dire, de nos parents ou grands-parents. Et puis enfin, sur la partie tendance marché, en fait, il y a des attentes, on vient d'en parler tout à l'heure, il y a des attentes des salariés qui sont très très fortes. On a un petit peu au même titre que les salariés ont amené des iPads il y a quelques années dans leurs entreprises en disant moi pour mes démos je préfère utiliser un iPad. Les entreprises ont dû s'adapter. Là en fait l'attente des collaborateurs est très très forte autour d'outils simples et de plus de paperasse comme évoquait Bertrand tout à l'heure. Et donc la désignation des bénéficiaires digitalisés est un must-have que d'ailleurs les ressources humaines, plutôt pour l'instant dans les grands groupes, ont identifié comme un must-have, et que maintenant, dès qu'une entreprise comprend que c'est faisable, va le demander à son assureur. Donc ça, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a des appels d'offres qui sortent avec ce sujet-là qui doit être traité. Ensuite, il y a une valorisation de la donnée client qui n'était pas faite du tout. Justement, avoir de la donnée client, c'est utile, pas uniquement pour justement répondre à ce besoin, mais pour mieux connaître son périmètre, mieux identifier des opportunités éventuellement de cross-sell, d'upsell, qui sont un enjeu important pour un assureur. Donc voilà, il y a des tendances marché aussi qui sont fortes là-dessus. Et donc notre conviction, nous, chez Testamento, c'est que cette digitalisation, elle est en marche, elle est lancée. Pour remplacer on peut vraiment avoir une opportunité de passer d'un pain au gain, d'une difficulté à une opportunité, pour passer d'un processus papier à un processus digital qui va être, on va le voir dans le retour d'expérience, évidemment quelque chose qui est au service du collaborateur, puisqu'il faut lui
lui apporter des outils de confort autour de ça. Donc ça, on va passer très vite sur ce point. C'est une sorte de résumé en fait des enjeux. Le coût, vous l'avez compris, le coût opérationnel et la conformité. Donc là, nous, on y répond par un portail dédié, extranet clé en main, qu'on est en capacité de remettre à des assureurs, à leurs délégateurs de gestion, et qui elles-mêmes le mettent à disposition de leurs salariés, connectés à des intranets éventuellement. On a ensuite, attendez, je vais couper un micro. On a ensuite la partie relation client, rebond commercial. Donc là, il s'agit d'avoir des outils qui sont paramétrables, qui sont faits complètement en accord avec la doctrine juridique de la compagnie, bien sûr. Et puis l'omnicanalité, et c'est effectivement d'être capable d'avoir du papier pour certains. Il ne s'agit pas de dire que le papier c'est terminé, mais on va dire quand on peut le réduire ou quand on peut l'anéantir progressivement dans le temps, c'est clairement un enjeu. Là-dessus, nous, en fait, on est en capacité de fournir non seulement la partie front, donc la partie espace salarié, mais aussi la partie back, le back-office du gestionnaire, du délégataire, pour qu'il puisse retrouver la clause facilement en cas de sinistre. Ça, c'est super important. Et ça, c'est un enjeu d'augmentation. Toute cette simplification, elle est un enjeu d'augmentation du NPS pour des services qui viennent vraiment un peu réenchanter l'expérience du collaborateur. Alors, on souhaitait vous partager en quelques instants un retour d'expérience. Donc, justement, à l'instar de ce Covid-19 qui a un petit peu bouleversé nos habitudes 2020 et puis encore 2021, on va dire qu'on a fait un bond significatif en termes d'adoption du digital. C'est un point qui est très, très positif, au moins de ce côté-là. Donc là, nous, on a notamment déployé dans cette année, en 2020, on a déployé la solution. Alors, au global, Testamento Beneficiary, sur des contrats collectifs, on est déployé un peu plus de 30 entreprises déjà aujourd'hui, et on a voulu vous donner un petit retour sur une entreprise du CAC 40 qui comporte 45 000 salariés, pour lesquels on a mis en place le service clé en main pour l'assureur et son courtier délégataire en 6 semaines. Et donc, l'objectif, en fait, les enjeux pour l'assureur, c'était de répondre à une contrainte qui était imposée dans l'appel d'offres. C'est on ne veut plus de clause bénéficiaire. Papier, terminé. Donc, il nous faut une solution. Et en fait, au-delà de dire il nous faut une solution, ensuite, autant qu'elle soit ergonomique et de qualité. C'était le deuxième point. Se mettre en conformité, la loi se tend sur ces sujets-là. Il y a vraiment des enjeux de conformité qui sont forts là-dessus. Vous savez que voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se disent autour des clauses bénéficiaires qui ont été écrites par un collaborateur il y a 15 ou 20 ans quand il était entré dans l'entreprise, qu'il était fiancé avec une telle et qui aujourd'hui est marié ou remarié avec une deuxième personne, une troisième personne, qui a la clause bénéficiaire de son entrée dans la compagnie. Ce n'est plus possible, et donc le régulateur regarde ça de près. Et donc, évidemment, l'enjeu pour l'assureur, c'était aussi de réduire ses coûts par rapport à la gestion des clauses papier, puisque le digital va coûter beaucoup moins cher. Donc, si on regarde un tout petit peu les chiffres intéressants, 10 000 inscriptions en 6 semaines sur l'entreprise, un taux de complétion qui a atteint en 6 semaines 80%, qui, grâce à des systèmes de relance automatique, est augmenté à 85%. Et puis, voilà quelques chiffres, un record de 500 utilisations parcours complétés en une journée. Un chiffre qui va intéresser finalement les RH qui nous écoutent, c'est que 70% des clauses qui sont faites sur le parcours, en fait, sont des clauses non standards. Donc la clause standard, pour rappel, mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers, en fait, aujourd'hui, ça ne correspond plus aux attentes des salariés. Et puis, si on voit qu'on leur fournit un environnement pour le faire, ils ne sont pas influencés par la clause standard. On leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? On voit qu'ils vont être capables de faire des choses assez créatives qui correspondent à leurs besoins, à eux et à eux seuls, et en toute confidentialité. Un autre point qu'on a retenu dans l'expérimentation, le lancement grandeur nature de ce projet avec un grand assureur et ce grand client, c'est que personne n'a envie de créer un compte, encore et toujours, de créer des comptes, ça, personne n'aime ça. Et nous, on avait mis en place un Google Connect qui a permis aux salariés, dans 60% des cas, on choisit ce Google Connect, et technologiquement, on sait s'interfacer avec, pour les plus techniciens d'entre vous, du SSO, donc être interconnecté avec l'écosystème du courtier, du délégataire,
ou de l'assureur directement. Il y a des interfaces technologiques qui permettent de connecter tout ça pour éviter que le salarié ait à recréer des comptes dans tous les sens. Donc voilà le retour qu'on voulait vous donner sur Testamento Beneficiary. Continuez pour ceux qui le souhaitent à poser vos questions sur la droite. Et puis on va dire, on va se donner une dizaine de minutes avant de passer aux questions-réponses pour parler justement des clés qui vont permettre d'activer cette intégration de nouveaux services. Quelles sont les clés de réussite? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Je vais donner la parole à Bertrand. Ensuite, Eric vous donnera aussi quelques éléments, puis je terminerai avec trois points. Oui, merci Virgile. Oui, alors, pour qu'un service fonctionne, et quand on dit qu'un service fonctionne, ça veut dire qu'il fonctionne à la fois, on va dire techniquement, mais il faut qu'il soit adopté en fait par les destinataires, que ce soit les DRH ou les salariés. Pour que le service fonctionne et soit adopté, la première qualité, c'est que ce soit des parcours complètement fluides, hein, sans couture, comme on dit, d'autant plus qu'aujourd'hui, les services digitaux, les process d'une façon générale, peuvent faire intervenir plusieurs acteurs, des acteurs qui n'appartiennent pas forcément à la même structure organisationnelle. Hein, on a des process maintenant qui mettent en jeu 4 ou 5 acteurs différents. Et donc, pour que les services digitalisés fonctionnent, il faut que la relation entre ces différents acteurs se fasse sans difficulté et sans perte d'informations et, comme le disait tout à l'heure Eric, sans obliger de passer par des opérations manuelles à un moment donné de transmission de données ou autre. Donc ça, c'est vraiment la première qualité indispensable d'un service digital. La deuxième, c'est que un service digital, à la différence d'une application de gestion, par exemple, c'est que vous ne maîtrisez pas vos utilisateurs. Une application de gestion, vous avez 50, 100, 200, peut-être 1000 gestionnaires qui vont l'utiliser. Vous pouvez construire un programme de formation et d'information sur cet outil. Un service digital, il est évident que vous n'allez pas mettre en place de formation et de la même façon, tout ce que vous pourrez construire comme documentation ne sera relativement peu utilisé, on le sait par expérience. Donc, il faut que le service soit absolument intuitif et utilisable sans formation ni information préalable. C'est le cas de toutes les applications mobiles qui portent du succès, c'est qu'on peut les prendre en main en quelques minutes, au moins pour les fonctions de base, et puis ensuite, petit à petit, on apprivoise les différentes fonctions plus ou moins sophistiquées qu'elles proposent. Et bien, les services digitaux, c'est exactement la même façon. Il faut pouvoir les prendre en main de façon totalement autonome. Et ça va passer généralement par des méthodes de conception, de fabrication de ces outils très différentes, différentes en tout cas des applications classiques. Hein. C'est ce qu'on appelle, là on rentre dans des méthodes de co-construction, faisant intervenir notamment les futurs utilisateurs ou un échantillon des futurs utilisateurs pour être sûr que à la fois les fonctions mises en place leur conviendront et puis que l'ergonomie sera aussi tout à fait adaptée et intuitive. Et nous, au niveau du cabinet Erdia et d'Erdia Lab, c'est les démarches avec lesquelles on travaille maintenant sur nos solutions destinées aux assureurs. C'est vraiment la co-construction qui permet justement de construire des outils totalement adaptés. Et le dernier point, en ce qui me concerne, c'est l'exploitation intelligente des données personnelles. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être compatible RGPD, de respecter les directives de cette réglementation, d'avoir fait valider le consentement à la collecte et à l'utilisation des informations personnelles, mais encore faut-il le faire de façon pertinente et un peu subtile. Je prends un exemple quasi personnel. C'est pas parce qu'on a dépassé 55 ans et que on a donné l'autorisation à tel ou tel fournisseur
d'utiliser ces données personnelles pour faire des propositions ciblées, qu'on a envie de recevoir toutes les semaines des propositions pour des montées escaliers ou des déambulateurs avec GPS intégré. Hein, il faut avoir une certaine intuition et ça passe par par une connaissance de son client. Et donc, on voit aussi souvent que l'aspect humain et donc l'intervention d'un conseiller, d'un agent d'assurance, à un moment donné, peut aussi avoir son importance dans ses parcours clients. Hein, le digital permettant de limiter ou de supprimer les tâches administratives et de concentrer le réseau, tous ceux qui sont en contact avec les clients, sur des tâches vraiment à valeur ajoutée qui demandent une personnalisation et puis une approche psychologique que n'ont pas encore sans doute les outils aujourd'hui. Voilà les éléments qui me semblent importants pour faire le succès de ces services digitaux dont on parle depuis tout à l'heure. Merci Bertrand. Désolé j'espère que vous n'avez pas eu ce petit bruit de retour. En tout cas, désolé pour ça si vous l'avez entendu. Eric, quel serait votre... Alors, je rouvre le micro. Effectivement, je vais prendre cette intégration dans un sens moins IT, mais plutôt de se donner des facteurs clés de succès. Je pense qu'il y a un autre axe qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui me semble important quand on commence à parler des services au DRH et des attentes au DRH. C'est la question de la distribution. Alors, c'est normal pour un courtier d'en parler, mais on arrive sur des sujets. Là, vous voyez ce qu'a explicité Virgile, la clause bénéficiaire. C'est quand même un petit peu complexe. C'est pas des sujets intuitifs, très très simples. Il y a de la réglementation derrière. Il y a de la gestion de la donnée. Donc c'est quand même des sujets assez complexes. Et donc même si on arrive à travailler sur des offres, même si on a la bonne idée, ou même si on identifie bien les attentes des DRH, il va quand même falloir se poser la question de la distribution de ces services. C'est-à-dire, est-ce que si j'ai un réseau salarié, si je passe par des courtiers qui sont parfois pas du tout spécialisés en protection sociale, ou c'est un des axes simplement, ça va pas être simple de valoriser auprès du DRH ce service. Et donc, le commercial ou le courtier ou le prescripteur, qui peut être un expert comptable, par exemple, sur ces sujets prévoyance, finalement, ils vont pas valoriser auprès du prospect ce service ou cette possibilité de service, parce qu'on a vu qu'il fallait après avoir de la co-construction, donc ça se fait pas non plus toujours en direct. Il va falloir savoir en parler, savoir le mettre en avant, montrer en quoi il est différenciant, il va vraiment rendre service au DRH. Et donc, je pense que c'est quand même un vrai sujet qu'il faut beaucoup travailler. Et donc, ça explique, à mon avis, ça justifie qu'il faut être très centré sur quelques services. On ne peut pas arriver dans des logiques catalogues, parce que là, de toute façon, que ce soit vos commerciaux ou les courtiers, ils vont pas savoir en parler, l'expert comptable encore moins. Et donc, ça veut dire qu'il faut arriver à quelque chose de très argumenté, très packagé, où on voit tout de suite les avantages pour le client. Parce que sinon, on va avoir une déperdition, c'est-à-dire que le commercial ou le courtier, il va avoir des formations, des webinars, on va lui parler de ça, mais dans l'action, il va plutôt être dans sa zone de confort. Donc, il va plutôt parler des garanties, de ce qu'il connaît bien, des tarifs, des mécaniques qu'il a déjà utilisées. Et ces services plus innovants, surtout quand ils s'éloignent de son expérience purement utilisateur, type téléconsultation par exemple, où maintenant, comme beaucoup de personnes en ont fait, il y a plus d'expérience à partager, eh bien, il ne va pas du tout être à l'aise. Et donc, ça va être soit passé sous silence, soit mal valorisé, mal explicité, et peut-être créer aussi des attentes pas toujours appropriées côté DRH ou pas forcément en phase avec la réalité de ce qui peut être offert. Donc, je pense pour moi qu'il y a un vrai sujet d'accompagnement des commerciaux terrain, que ce soit des courtiers ou des réseaux directs. Là, on est moins sur le digital direct pour ce type, aujourd'hui encore, en tout cas pour ces contrats collectifs. Il va falloir vraiment les former, mettre en avant au même titre que le contrat, et pas en plus à la fin de l'entretien, tiens, oui, je pourrais vous parler de ça, en n'étant pas du tout à l'aise dessus. Donc, je pense que dans le concret
de la distribution, c'est vraiment en fait, c'est déjà la condition numéro 1. Finalement, Bertrand vous a parlé de l'intégration, etc. Mais ça, c'est déjà quand le commercial a pu promouvoir le service et que le DRH est convaincu du bien fondé. Donc, pour moi, ce point est très important et il ouvre sur un point plus large. Pourquoi les commerciaux et les courtiers ne sont pas forcément à l'aise? Bon, il peut y avoir effectivement la connaissance technique ou la complexité réglementaire de ce type de service. Il peut y avoir de la concurrence finalement entre un assureur qui va proposer quelque chose et un courtier qui a ses propres services. Donc, il faut le travailler de façon harmonisée. Ou il peut y avoir aussi une question de légitimité. Finalement, pour ces services au RH, est-ce que le courtier, l'assureur est légitime à proposer ce type de service? Et je pense que pour beaucoup, la question, elle n'est pas forcément complètement résolue. Aujourd'hui, on dirait que sur tout ce qui touche vraiment à la santé, en complémentaire santé, les commerciaux, les courtiers se sentent assez légitimes pour en parler parce qu'il y a aussi une demande en face. Sur la RH, aujourd'hui, sur les attentes RH, à part les appels d'offres de grands groupes dont parlait Virgile, effectivement, c'est très formalisé et ils ont beaucoup réfléchi en amont. Les attentes ne sont pas forcément exprimées de façon très explicite. Donc, ça demande aussi à sortir de sa zone de confort. Donc, on a dit évoluer, mais aussi peut-être se repositionner en termes de légitimité. Oui, moi, commercial, oui, moi, courtier, je suis légitime à apporter une solution à ma RH parce que finalement, quand on voit ces questions de clauses bénéficiaires, tout à l'heure, on parlait de dispense d'affiliation. Aujourd'hui, les assureurs ne les gèrent pas en tant que telles, mais elles sont quand même directement liées à la protection sociale et au contrat qui va être passé. Donc, cette question de légitimité, elle est aussi, pour moi, fondamentale pour réussir la mise en place du service et pas le voir finalement comme un petit atout complémentaire ou un petit. Autrefois, on parlait, parce que je suis très vieux, on parlait du cadeau bonus. C'est pas le petit cadeau en plus. Tiens, on a cette clause-là. Donc, ça doit vraiment être dans une démarche beaucoup plus intégrée. Intégration dans les systèmes, mais aussi intégration dans la démarche de vente. Merci Eric. Il nous reste quelques minutes. Alors, pensez à poser vos questions si vous en avez. Merci pour ceux qui les ont déjà posées pour qu'on puisse terminer. Mais donc, pour ce qui me concerne, 3 points qui me semblent intéressants, qui sont assez complémentaires à ce qu'on vient de voir, évidemment. Le premier, c'était peut-être l'intégration technique. Cette intégration technique sans couture doit être réelle et non une interface de façade. Uniquement, on remplace un écran où on remplace un papier par un écran digital et derrière, on fait tout en papier, on imprime, on envoie. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment au bout des choses. Et cette intégration, évidemment, par exemple, il y a pas mal de boîtes comme Testamento qui ont développé des systèmes qui sont APIsés, qui s'intègrent bien. Mais la logique d'intégration, elle va devoir être accompagnée souvent entre les métiers et un cabinet de conseil qui peut aider à fluidifier tout ça. Donc ça, on recommande bien évidemment. L'autre point, et il est un petit peu au cœur de notre démarche, nous, depuis 2013 en B2C, c'est qu'en approche directe au consommateur, l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, est vraiment un sujet super sensible. C'est-à-dire qu'on veut absolument que l'utilisateur connaissent un parcours simple et ludique. On parle évidemment souvent d'Alan et on parle aussi de Swile, des boîtes qui ont vraiment creusé leur sillon autour de l'expérience utilisateur et le premier regard peut-être des assureurs par rapport à ces outils ou aux grands comptes, aux acteurs historiques, c'était « ouais, super, ils ont fait une bonne expérience utilisateur, mais bon, les fondamentaux, nous, on les a. » Et en fait, on s'aperçoit que les salariés maintenant plébiscitent ces services et les réclament à leurs entreprises. Le ticket restaurant dématérialisé, évidemment, maintenant, tout le monde le fait, mais Swile a été le premier à le faire avec beaucoup plus de perspicacité et d'intelligence autour de l'expérience utilisateur. Et finalement, ce n'est pas un petit détail, l'expérience utilisateur, c'est au cœur de la réussite d'un projet. Et finalement, le troisième élément de réussite, finalement, Eric vient de l'évoquer aussi au travers de la distribution. Nous, on croit que la distribution est un point super central.
sans lequel on ne peut pas déployer de nouveaux services, tout simplement parce que son adoption sera trop faible. Et la façon dont on y répond, et on encourage tout le monde à y répondre de cette façon-là, c'est justement d'être capable, lorsqu'on conçoit ou qu'on intègre un service tiers, c'est de s'assurer qu'on ait de bout en bout, pas seulement la technologie et le parcours digital pour le collaborateur ou pour le client en général, mais aussi tous les éléments qui vont permettre de sensibiliser les différents strates de la distribution jusqu'au salarié lui-même, mais par les DRH, par l'assureur, par son courtier, par son délégataire. Et ça, on considère que c'est vraiment super clé. Voilà, merci à tous. Vous avez la parole si vous avez des questions. J'ai identifié, là, pour le coup, une question qui a été posée tout à l'heure par Jérôme, qui disait « À quoi pensez-vous en termes de services digitaux complémentaires par rapport à ceux de la souscription et des sinistres ?» Peut-être une question pour Bertrand. Et puis, une autre question de Gwendal, qui était plutôt destinée à Eric. À quel service additionnel faites-vous référence? Voilà, en gros, de quel service on parle? Est-ce qu'on peut étendre un petit peu les sujets de service que vous rencontrez ou que vous aidez vos clients à déployer? Alors, sur les services, donc évidemment, aujourd'hui, on pense beaucoup aux services qui accompagnent le traitement des sinistres, notamment en santé ou en prévoyance. C'est en général des services d'aide à la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant relativement répandu et classique. Et quand on parle de services complémentaires, alors ça peut être soit des services directement pour les directions RH. Alors là, on peut parler de services qui permettent de traiter, par exemple, la mise en place de nouveaux accords d'entreprise sur l'assurance santé ou la prévoyance. C'est la gestion de la DIE, la déclaration unilatérale de l'employeur qui met en place ces accords d'entreprise. Et puis, toute la gestion des dispenses. Donc là, on est la dispense d'affiliation au contrat santé collectif. Donc là, qui est aussi une tâche administrative, donc, qui fait partie de ce dont parlait Eric tout à l'heure, qui sont un peu les bêtes noires des DRH, parce que ça demande une certaine paperasse qui n'intéresse pas grand monde, ni le salarié, ni l'entreprise en elle-même, mais c'est quelque chose de réglementaire. Donc, il faut être tenu de montrer, notamment en cas de contrôle de l'URSSAF. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles, au niveau Erdia, on travaille maintenant depuis pas mal d'années avec un projet qui s'appelle Aflex et qui est mis en place chez un certain nombre d'assureurs. Mais on peut avoir aussi l'exploitation de données pour en sortir des tableaux de bord, c'est-à-dire prendre des données qui sont utilisées dans les processus de gestion, mais auxquelles on peut donner une autre valeur. Je prends par exemple l'exemple de la DSN, qui est la déclaration sociale nominative, donc qui est un flux que toutes les DRH connaissent et utilisent dans leur SIRH et qui permet de remplir tout un tas d'obligations vis-à-vis des organismes de prestations sociales, mais qui aussi permet, parce qu'elle véhicule énormément d'informations sur les données de l'entreprise, de ses salariés, des rémunérations, des arrêts de travail, etc., permet de sortir des tableaux de bord extrêmement pertinents qui peuvent donner des éléments de pilotage à l'entreprise et que l'assureur, lui, pourrait aussi, par exemple, exploiter de façon globale sur l'ensemble de ses clients, à condition qu'ils soient d'accord, bien sûr, pour en tirer des valeurs moyennes, éventuellement sur certains secteurs d'activité, type d'entreprise, géographie, et qui permettraient aux entreprises elles-mêmes de se comparer par rapport aux entreprises qui sont dans des situations similaires. Donc là, on voit des outils pour des services pour les RH, et puis pour les salariés, eh bien, les services, ce seraient plutôt des services liés à des événements de vie qui ne sont pas forcément des sinistres au sens prévoyance ou santé, par exemple un mariage, un déménagement, le départ à la retraite, où là, l'assureur pourrait aussi proposer des services d'accompagnement tout en restant dans son cadre légitime, parce que Eric a tout à fait raison de le souligner, ça ne marchera que si l'assureur est considéré comme légitime par l'assuré pour pouvoir lui proposer ou mettre en œuvre tel ou tel service. Ça, c'est vraiment extrêmement important, c'est le sujet de la légitimité, notamment
quand on parle, donc quand on pense aux attaques potentielles que pourraient faire les GAFA sur le marché de l'assurance de personnes. La légitimité, à un moment, la question de la légitimité sera fondamentale sur ces sujets-là. Merci Bertrand. Alors, on a terminé cette session. Eric, est-ce que tu avais un mot justement par rapport à des exemples de services, juste pour terminer en quelques secondes avant Oui, alors sur des exemples de services, il peut y avoir des services, parce que je voyais souscription ou sinistre, des services tout simples comme la carte tiers payant dans le wallet. Ça améliore forcément la vie des assurés, ou en tout cas de la plupart d'entre eux, les plus jeunes, et même assez largement. Et puis aussi pour les DRH, ça les simplifie, parce que les personnes ont cette carte dans leur wallet, ils ne vont pas la perdre, faire des demandes au DRH pour demander à ce que l'assureur ou le délégataire les renvoie. Donc ça, c'est vraiment une idée intéressante. Je pense qu'il faut regarder aussi, par exemple, ce que fait Alan. C'est pas forcément des services complètement nouveaux. En fait, c'est leur intégration. Le service, c'est à la fois l'idée, mais c'est aussi toute sa mise en œuvre, toute l'expérience qui est autour. Quand vous avez les applications qui ont été mises en place, là, c'est des choses assez classiques. Alors, à la fois sur la méditation. Alors, avec le Covid, ils ont plutôt eu du flair parce que c'est sorti avant et il y a eu après une vague favorable à la méditation. Et puis ensuite, sur accompagner les parents, c'est pas des applis forcément très nouvelles, mais elles vont s'intégrer dans un parcours, elles vont s'intégrer dans une expérience et du coup, elles vont être utilisées. Donc, il faut pas être dans une logique forcément de course et d'addition, parce que du coup, de toute façon, après, on peut plus le distribuer. C'est plutôt bien cibler 2-3 services pour les RH ou pour les assurés, très intégrés et bien les valoriser. Et après, ils seront utilisés. Donc, c'est là que votre expérience client sera vraiment bonifiée. Écoutez, merci à tous. Merci pour vos questions. On n'a plus forcément le temps, mais on reste disponible. Donc, on a indiqué ici nos coordonnées respectives. Merci pour votre attention sur ce webinaire, de votre présence, et puis à votre disposition si vous avez la moindre question. Et on va en terminer là. Bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.